Merci. D'abord, merci pour l'invitation. Je me présente rapidement. Donc, Mehmet Boutaouz, je suis maître de conférence au laboratoire le CETI, les centres d'énergétique et de thermique de Lyon, qui est localisé à l'INSA de Lyon, une unité mixte de recherche avec l'université ICNRS. Je travaille, que je vais présenter ici, en fait, il est fait dans le cadre de la thèse d'Aoulesh Mokran, que vous voyez ici, en collaboration avec mes collègues Cher Sin ainsi que Claire Barès. Je suis, en ce qui me concerne, donc j'anime une équipe qui porte l'acronyme de FPC, fluide polymère et composite, et qui, nous travaillons sur un petit peu les transferts thermiques et la modélisation des procédés de transformation des matériaux polymères et composites en général, comme son nom l'indique, et pas forcément, pas que de la fabrication additive, mais aussi les procédés de transformation des polymères. Travaillons notamment avec le site, nous avons un site à Oyonnax, qui est la Plastic Valley qu'on appelle ici, ou notamment sur tout ce qui est aussi procédé d'injection, procédé d'extrusion. Concernant le sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui porte un petit peu sur les transferts thermiques dans les milieux poudreux, et il y a aussi, je vais aussi travailler dans le temps sur l'aspect automoulage, avant de s'intéresser ces dernières années au SLS, donc au procédé de frittage laser de poudre de polymère. Par ailleurs, effectivement, je suis mécanicien des fluides thermicien au sein de ce laboratoire, donc thermicien. Et le travail que vous voyez ici, Claire Barès, elle est plutôt chimiste des polymères. Chirudine est plutôt un numéricien, et moi je suis plutôt mécanicien des fluides thermicien. Donc, pour revenir au sujet, finalement, beaucoup de choses ont été dites ce matin, et ça me permet d'ailleurs de faire un petit peu la transition. Sans trop tarder, le rappel un petit peu sur ces matériaux de fabrication additive qui consistent donc à construire des pièces en ajoutant des couches les unes au-dessus des autres. La fabrication additive polymère a été précurseur dans ce cadre-là par rapport notamment au métal, et puis finalement le métal aujourd'hui, d'un point de vue viabilité des pièces, la dépasse, parce que justement un certain nombre de problèmes se posent de façon plus accrue dans les polymères que l'on trouve dans le métal. Ça ne veut pas dire que pour l'autre, il n'y a pas de problème. Et ils sont plus nombreux, ces procédés-là, mais même s'ils ont un certain nombre de problématiques communes, on peut avoir de la stéréolithographie, ou alors le FTM qu'on vient de voir à l'instant, ou alors le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, sur le SLS, donc le Selective Laser Sintering, qui est un terme en anglais, le sintering, qui est plus adéquat, je dirais, que le frittage, finalement, en français, qu'on utilise. Quels sont un petit peu les questionnements qui se posent dans ce cadre-là? Donc, c'est d'abord d'améliorer la répétabilité ainsi que la fiabilité des pièces, et puis augmenter leur propriété et leur durabilité des pièces à fabriquer. Ça, c'est les objectifs. Et puis, les axes d'amélioration possibles, c'est d'abord le contrôle du procédé pour pouvoir maîtriser la qualité des pièces finales. Donc, on regarde les pièces finales en implémentant donc un monitoring des procédés, et puis surtout de comprendre et de modéliser les phénomènes physiques qui ont lieu pour mieux justement proposer l'optimisation de ces procédés. Et puis aussi, un autre aspect, c'est bien sûr d'augmenter le matériau disponible pour ce genre de procédé, notamment pour les SLS. Il y a un certain nombre déjà existants, comme les polyamides, des polypolymères, du PET, des TPU aussi qui existent sous forme de poudre, mais d'autres aussi développements se font où c'est nécessaire à faire pour développer des matériaux pour ce genre de procédés. Malheureusement, ces procédés aussi, ils sont vus, notamment pour qu'ils soient viables industriellement, il faudra qu'ils répondent au moins aux qualités des pièces fabriquées par des procédés classiques, autres que l'impression 3D. Et parmi les problématiques majeures, notamment le comportement mécanique, comme on le voit ici, par exemple, sur cette mesure faite dans le cadre d'une thèse ici à l'INSA, où on voit bien ce problème justement de ductilité des pièces issues de la fabrication additive SLS. Et on fait à des températures données, et bien on va voir par exemple pour ce polyamide qui est utilisé dans ce cadre-là, et puis celui injecté, il présente forcément une ductilité beaucoup plus importante que celle que présentent ces pièces qui sont beaucoup plus fragiles. Et donc c'est un des problèmes majeurs de ces pièces-là qui peuvent être dus à différents phénomènes dont on verra quelques-uns apparaître tout à l'heure, notamment la porosité.
Et puis, il y a aussi un manque de compréhension de phénomènes physiques qui sont pris en compte, qui ont lieu lors de la fabrication additive, notamment de l'interaction laser-matière dans ce cadre-là. Hein, donc, la relation, cette interaction laser-matière, il faudra mieux, si on veut optimiser les procédés par modélisation, il faut d'abord la comprendre et mieux la décrire mathématiquement. On a parlé un instant aussi de la coalescence, et puis la coalescence, c'est la diffusion des gaz au sein du nébula, parce qu'on emmagasine des gaz qui diffusent, de l'air par exemple, et puis il faudra le prendre en compte. Et puis les systèmes plutôt les cinétiques, soit de refroidissement, cristallisation notamment, et de fusion, qui sont très violentes dans ce cadre-là, notamment procédées par ACLS, qui sont, déjà on les a vus tout à l'heure pour le FDM, qui sont assez rapides, et dans ce cadre-là, aux ACLS, c'est encore beaucoup plus rapide que ça. On verra un certain nombre de cinétiques là tout à l'heure, c'est plus là-dessus. Donc il y a un besoin important de comprendre et puis d'améliorer et d'optimiser le procédé. On modélisons un petit peu. Donc la simulation numérique pourrait venir justement en aide pour ça. On avait vu depuis ce matin que la thermique joue un rôle important, et donc la modélisation thermique s'impose dans ce cadre-là avec un couplage multiphysique de tous les phénomènes. Et aussi la nécessité aussi de développer des benchmarks qui permettent d'être des modèles de validation pour des moyens de validation pour des modèles numériques ou analytiques à développer. D'un point de vue expérimental, en général, les approches consistent à construire des pièces, à réaliser des pièces et de faire des mesures macroscopiques des propriétés. Cela, généralement, se fait par des corrélations empiriques, ou permet d'avoir des corrélations du moins empiriques, des propriétés avec les relations avec les paramètres du procédé, notamment par exemple la densité d'énergie déposée par laser sur l'effet sur la pièce fournie. Ça permet aussi des caractérisations microstructurelles qui permettent aussi d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure interprétation de l'influence justement du procédé sur les caractéristiques des pièces et lors de la transformation. Et puis aussi l'étude des transformations à l'échelle macromoléculaire pour clarifier aussi le rôle notamment des 2T, hein, du temps et de la température sur les différents phénomènes qui ont lieu, et puis pouvoir construire des bases pour la modélisation et la simulation de ces matériaux. Par exemple, la coalescence, qui est où la diffusion des chaînes d'interface permet, donc c'est l'énergie par unité de surface plutôt, elle dépend des paramètres du procédé, comme on peut voir ici, par exemple la distance entre les scans, du laser qui passe sur la pièce, le rayon du laser utilisé, le recouvrement qu'il peut y avoir entre les passages aussi, et qui permettent à définir donc, cette loi-là, qui est souvent utilisée par soit les industriels, que ce soit les modélisateurs, qui donne la distribution de l'énergie ou la densité d'énergie de surface en fonction de la puissance du laser, son rayon, et de la vitesse du scan et de l'interscan, donc l'espace entre les passages laser, les scans laser. Alors là, cette énergie-là, ou cette distribution de cette densité d'énergie, pour différentes manière de fabriquer les pièces, et il doit être varié pour pouvoir faire son effet expérimentalement comme aussi analytiquement, on le verra tout à l'heure. Il y a aussi, expérimentalement, on fait aussi jouer sur la température du bac qui retient la poudre, et pour renouveler justement les couches les unes après les autres aussi. Et cette température du bac joue aussi un rôle important. La consolidation et la densification de ces mécanismes, parce que quand la cristallisation, quand on rajoute une couche sur une autre, ou quand on rajoute des grains les uns sur les autres, on les fait fondre. Il y a un phénomène donc de consolidation, de coalescence, de diffusion de l'air à l'intérieur, et donc un matériau donc, qui se densifie. Et tous ces mécanismes-là, c'est une fonction de temps au pluriel, à la fois de coalescence et puis de diffusion moléculaire des chaînes et de soudage, comme on vient de voir à l'instant aussi sur l'FDM. Qui se produisent de façon concomitante, comme on peut le voir ici. Et donc, après, au-delà de la température de fusion ou de température d'ATG, de température de transition vitreuse, eh bien, les particules de polymère vont coalescer, et
puis bon, jusqu'à la diffusion aux interfaces qui peut avoir lieu. Et cette diffusion-là va dépendre de plusieurs paramètres, notamment des cinétiques thermiques, ou des cinétiques de transformation. Il peut y avoir de la cristallisation s'il y a refroidissement qui va stopper justement cette diffusion-là, alors que la fusion va plutôt l'accélérer. Et puis des caractéristiques, bien sûr, des matériaux en passe. On a vu aussi de leur géométrie, ainsi de suite. Et de leur caractère visqueux ou viscoélastique ou autre, comme ça peut avoir. Donc, il y a deux temps qui vont apparaître, un temps de diffusion et de réaptation, donc, qui nécessite des mesures rhéologiques, et puis de coalescence, qui nécessite aussi un suivi optique ou de modélisation de la coalescence pour pouvoir prendre en compte ces deux aspects-là. Et tous, forcément, ces temps-là vont être fonction de la température, ça ne se passe pas de la même manière, ce n'est pas les mêmes temps, l'on reçoit à haute ou à basse température. Une fois que le laser est placé, un exemple ici là, aussi de l'autre aspect qui va prendre en compte, c'est la cristallisation. Par exemple ici pour le PA12 que nous avons réalisé, voici la cartographie de cristallisation, aux températures de cristallisation en fonction du ton. Alpha ici, c'est le taux de transformation des matériaux, hein, donc le taux de cristallisation, c'est pour un semi-cristallin. Eh bien, on voit ici, par exemple, si je prenais à une température à 160 degrés, ça c'est des cours de cristallisation à température constante. Et si je prenais à 60 degrés, je vois bien que par exemple ici, la cristallisation va commencer à la deuxième minute, dans le temps, ici en minutes. Eh bien, elle va se finir, quand on arrive à 100%, la transformation, elle va se finir à la 9e minute. Donc, ça prend un certain temps important si on prend ici une approche via donc, modélisation d'Abraham. Eh bien, donc, il nous faut 8 minutes pour faire le processus de cristallisation, qui n'est pas forcément toujours disponible, ce temps-là, lors du procédé, d'un point donné. Ce qui fait que pendant ce temps-là, pendant que se produit la cristallisation, il faudra aussi que tout le phénomène de diffusion à l'interface doit se faire pour qu'il y ait une bonne adhésion entre les particules, parce qu'une fois cristallisé, c'est fini, tout est figé. Donc, tous ces phénomènes-là nécessitent une meilleure compréhension et il est pris en compte dans le cadre de la modélisation de façon couplée. Donc, notamment la porosité, comment réduire la porosité par justement ce phénomène de coalescence, de diffusion des gaz, des cinétiques de diffusion de gaz, d'apparence, de formation des bulles à l'intérieur, une densification, une modélisation de l'interaction laser-matière et aussi donc les processus associés à ça, donc sur la poudre, notamment de sa fusion, le processus de fusion, modélisation globale de tout le procédé, donc couplage entre ce phénomène, suivi des fronts de fusion, de la cristallisation, aller au calcul du contrainte résiduelle donc lié à toutes ces transformations, et puis éventuellement l'évaluation expérimentale quand c'est disponible ou c'est possible. Pour schématiser un petit peu les phénomènes thermiques dans le cadre du SLS, hein, donc du frétage laser, le faisceau laser va avoir une forme de celle-ci, il a été tiré du travail de Ram, qui est une thèse en Allemagne, qui a été faite en Allemagne en 2013 et en 2014. Et bien, par exemple, ici, donc le laser, il faut avoir une distribution de type gaussien comme ceci. Il va interagir avec la première couche, mais aussi au-delà en fonction de sa diffusion à l'intérieur. Et puis, il y a aussi une vitesse de scan au niveau de ce faisceau laser qu'il faut prendre en compte. En fonction de cette vitesse-là, plus ou moins vite, la densité d'énergie durant le temps de séjour localement n'est pas la même. Et puis aussi, comme c'est un milieu granulaire, aussi, puis c'est des métaux primaires, elles sont déjà semi-transparents d'eux-mêmes, cela rajouter aussi leur structure granulaire fait qu'il y a de la diffusion de MIC qui va se produire à l'intérieur, qu'il va falloir prendre en compte si on veut analyser exactement comment cette source d'énergie qui est finalement la source de la fabrication elle-même, qu'il faut la prendre en compte correctement. Et donc, il faut une approche de modélisation à différentes échelles. On peut soit à l'échelle de la poudre, à l'échelle des grains, comme par exemple le travail de Liu et elle que nous avons fait en 2017 pour pouvoir comprendre l'interaction laser-matière, l'analyse aussi de la distribution des grains à l'intérieur et puis aussi comprendre la processabilité ou pas de ces poudres-là en fonction du type de poudre qu'on avait analysé, différents polymères. Et puis, à l'échelle de la pièce,
Et cela, on peut pas, le passage de l'un à l'autre ne se fait pas aussi simplement. Donc, à l'échelle de la pièce, il faut d'abord travailler sur l'optimisation, l'objectif c'est l'optimisation des procédés, des paramètres des procédés, pour pouvoir avoir l'histoire thermique de toute la pièce, à partir de laquelle on va pouvoir prédire les contraintes résiduelles qui vont être, du coup, répondre à des besoins sur la déformation des pièces ou sur le comportement des pièces finales. Et là, qui est plus justement désiré pour les approches industrielles. Donc, les challenges ou les problèmes ou les défis pour ce genre d'approche, eh c'est la modélisation des différents temps et différentes échelles de temps et d'espace qu'il faut prendre en compte. Le fait du ce comportement non linéaire du matériau, hein, avec les différents mécanismes physiques, phénomènes physiques qui s'y produisent. Et puis la dynamique de la croissance du domaine aussi, hein, parce qu'on rajoute une couche sur une autre, comment les couches interagissent entre elles, ainsi de suite. Et puis le deuxième challenge, c'est aussi des mesures. Nicolas Boyard parlait tout à l'heure justement des mesures optiques qui sont très délicates sur ces milieux-là, qui sont semi-transparents. C'est encore plus accru sous un laser, parce qu'on ne peut pas placer des thermocouples cette fois-ci sous un laser, et on ne peut pas, donc, les gradients de température qui se produisent localement et les cinétiques thermiques font que ça devient un gros problème pour instrumenter, même par des mesures optiques, et surtout pas des mesures optiques d'ailleurs, et même si c'est les seules qui sont possibles, comment prendre en compte notamment l'émissivité de ces milieux-là qui évoluent, le changement de phase qui change plus les caractéristiques, ainsi de suite. Donc il y a des limitations en instrumentation qui sont importantes. Les cinétiques de transformation sont très instantanées, donc il y a ce manque de mesures aujourd'hui qui nous permettrait de valider les modèles qu'on peut trouver dans la littérature. Si je vous fais rapidement un petit rappel bibliographique sur ce qui s'est fait ces dernières années dans ce cadre-là du SLS, pour commencer par le travail à l'Université de Strasbourg d'une thèse de Lindong qui, en 2009, avait une approche 2D par élément fini, par le code industriel, donc plutôt à l'échelle d'un seul scan, tout simplement, qu'il avait utilisé, avec une approche du type, par exemple, l'interaction laser-matière est une source surfacique, tout simplement, où le matériau est considéré opaque et donc le laser est une source purement surfacique. Et ça a l'avantage, c'est que c'est une des premières thèses qui a été faite sur ce procédé-là. Et on peut avoir, oui, il avait proposé une caractérisation des différentes évolutions, des cinétiques d'évolution, bien sûr, avec les hypothèses simplificatrices qu'il avait choisies, et notamment la prise en compte à la fois de transformation solide-liquide et puis de liquide-solide. Par contre, ces calculs ont été faits pour un seul passage. Il y a une longue prise en compte de l'interaction laser-matière dans le volume de la pièce, c'est plus surfacique, et puis il avait travaillé sur un milieu, un polymère purement amorphe. En 2012, à l'INSA, on avait une thèse plutôt expérimentale sur la caractérisation à différentes échelles, justement, des pièces obtenues par SLS. Les principales contributions, c'est l'analyse justement du procédé, des paramètres des procédés ou de leur effet sur ces pièces-là. On va voir ici une image tomographique qui nous permet de voir justement la distribution des porosités en fonction des paramètres des procédés. Et puis, on parlait tout à l'heure justement de la forme aussi. On obtient des porosités ne sont pas les mêmes selon la distribution, la taille des grains, selon le type de polymère aussi. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'avait pas de mesure directe des champs, comme de température, comme de la cristallinité, durant le procédé lui-même. En 2013, De Fauché, justement, il en parlait tout à l'heure, Nicolas Boyard, c'est que dans la thèse qui est faite à Paris, en 2013, il avait proposé aussi une approche, justement, soit par un code de maison, soit par COMSOL multiphysics, par une approche avec l'interaction laser matière par une loi d'atténuation du laser en suivant une loi de type Berlambert, et puis par des mesures expérimentales, il a identifié l'atténuation du laser à l'intérieur, donc le coefficient d'atténuation, il a été mesuré directement, il a pris en compte ça. Et ce travail était très intéressant et assez complet. Malheureusement, le passage à l'échelle industrielle devient très important. Ça reste à des échelles quand même plutôt de couplage de phénomènes à l'échelle purement laboratoire. Mais les taux de calcul étaient énormes pour pouvoir passer à l'échelle industrielle. D'ailleurs, Darmstadt, en 2014, avait proposé une approche par
la méthode des éléments discrets, pour proposer une distribution aléatoire de la poudre quand elle se dépose sur la couche, qui était assez intéressante. Du coup, ça permet d'être un peu plus proche de la réalité. Il a pris des sphères de même taille, une distribution de sphères de même taille par contre, et ça a donné, donc, ah oui, il a utilisé la méthode de lancer de rayons pour pouvoir générer la distribution du laser au sein de la poudre. Et après, avec une méthode des éléments frontières, il a pu proposer une approche de coalescence justement de ce type-là, qui est un travail assez intéressant. Malheureusement, individuellement, les phénomènes les a décrits, mais quand il s'agit du couplage pour le procédé globalement, il a simplifié. Un certain nombre de paramètres n'ont pas été pris, les phénomènes n'ont pas été pris en compte. Un peu plus proche, c'est donc dans le temps, en 2015, Schmidt en Suisse avait développé aussi un modèle beaucoup plus simplifié, mais à l'échelle industrielle cette fois-ci, basé sur des calculs sous conformité physique. Et en simplifiant beaucoup les modèles, quand même, il a pu introduire un modèle de cristallisation pour la première fois, ainsi que l'estimation des contraintes résiduelles qui, comme on le voit ici, jusqu'à induire des déformations des pièces liées au retrait volumique, lié justement soit à des contraintes thermiques ou de cristallisation. Et puis, donc voilà, si je peux faire un résumé un petit peu à différentes échelles de modélisation, à l'échelle microscopique, on arrive, ça nous donne quand même une analyse de l'effet laser, du laser sur les poudres. Amélioration sur la distribution réelle des poudres pour pouvoir les prendre en compte, et puis les prédictions de la surface finale des pièces, par exemple. Par contre, c'est complexe à prendre en compte pour pouvoir aller faire tous les couplages et aller à des pièces réelles. À l'échelle de la pièce, ça nous donne une histoire thermique de la pièce entière. Ça nous permet d'estimer les contraintes résiduelles et jusqu'à évaluer aussi les tolérances du procédé, en liant ça aux paramètres du procédé, qui est très intéressante pour les industriels, mais par contre, on fait l'impasse sur un certain nombre de ces phénomènes pour pouvoir rendre les modèles plus viables, c'est-à-dire qui prennent moins de temps des calculs, parce que souvent, c'est des logiciels qui prennent des semaines de calculs pour pouvoir prédire une petite pièce. Notre approche que nous proposons ici, c'est un petit peu un mix un petit peu de tout ça. C'est que l'objectif pour nous, c'est de faire des couplages des différents phénomènes le maximum possible. Proposer une validation expérimentale qui ne sera pas forcément bien présente dans ce travail que j'ai présenté aujourd'hui, mais moins utiliser des validations liées, prises de la littérature. Prédire des microstructures, notamment la porosité finale, et puis proposer des paramètres d'optimisation pour les pièces réelles. Ce travail, dans le cadre de la thèse d'Aoulesh Mokran, s'est fini en 2019, l'année dernière. Voici les principales hypothèses que nous avons faites. C'est qu'on a une approche macroscopique en considérant un milieu homogène équivalent, avec donc, en homogénéisant par des techniques d'homogénéisation, on a les caractéristiques macroscopiques à partir des phénomènes microscopiques. On considère qu'il n'y a pas d'écoulement durant le procédé, quand le laser passe, il n'y a pas d'écoulement, il est négligé. Et puis, on a utilisé aussi les méthodes enthalpiques pour pouvoir, sur une grille fixe, pour pouvoir modéliser la thermique au sein du milieu. L'équation d'énergie va être donc à peu près cette forme-là. On a l'équation où on fait apparaître les trois sources possibles. Ce soit la source du laser. Celle-ci, elle a lieu, en fait, très rarement les trois sources ont lieu ensemble, puisque pendant que le laser passe, il n'y a pas de cristallisation qui se fait, donc ces termes de cristallisation n'existent pas. La fusion, elle peut être associée, mais on verra tout à l'heure, les temps de passage laser sont très minimes comparés aux phénomènes qui suivent, donc il y a une source liée à la fusion et puis à la cristallisation. Pour ça, il faut nécessiter de caractériser les matériaux pour pouvoir définir ces synthétiques-là, bien sûr. Pour ce qui est de l'interaction laser-matière, on a opté pour la méthode des éléments discrets et choisissons donc la méthode de Monte Carlo couplée avec du lancer de rayons pour prendre en compte justement l'effet de diffusion du rayonnement thermique à l'intérieur et puis l'effet d'atténuation au sein de la matière. Pour cela, donc, la théorie de Mi peut être intéressante à utiliser, vu justement qu'elle rentre dans les hypothèses, on rentre dans cette hypothèse d'utilisation de la théorie de Mi, puisqu'on a des particules,
au moins jusqu'à 20 fois plus grande, ou moins de 20 fois plus grande que la taille de la longueur d'onde du laser utilisé, qui est de l'ordre à peu près de quelques micromètres et l'autre de quelques cinquantaines de micromètres. Donc, on peut très bien utiliser la théorie de Mie pour pouvoir décrire le phénomène de scattering, donc de diffusion au sein du milieu. Voici à peu près les résultats qu'on peut obtenir, justement, et l'avantage, justement, de prendre en compte de cette théorie-là de Monte Carlo, couplée de ray tracing avec la théorie de Mie, ça nous permet de proposer donc une vraie distribution de la source énergétique à l'intérieur du milieu, contrairement à celle qu'on aurait prise si on avait choisi juste le Bernoulli avec une distribution au départ gaussienne, mais qui se propage en s'atténuant directement. Donc, ça nous permet d'avoir ce type de distribution. C'est important. Vous avez quelques références ici pour pouvoir avoir plus de détails si vous voulez. Eh bien, l'avantage d'avoir ça, c'est qu'une fois qu'on est équipé de ce terme source, on peut le calculer une fois et pouvoir identifier avec des mesures expérimentales, en prenant ici une distribution à la fois radiale et par Bernoulli aussi d'atténuation, on peut identifier le terme de Bernoulli ici, le terme d'atténuation dans l'équation de Bernoulli. On peut l'identifier par ces calculs directement en prenant en compte par exemple, les vrais diamètres moyens en considérant des sphères. Nous avons considéré que des sphères, donc des formes sphériques des particules. Donc, ce terme-là, une fois qu'on a identifié le terme d'atténuation, on peut utiliser finalement des Bernoulli modifiés pour qu'on puisse balader ce terme source au sein du modèle thermique lui-même à chaque instant. Pour ce qui est des transformations des matériaux, on revient à l'échelle de la poudre, on part de la porosité, des propriétés effectives qui seront pondérées par la porosité. À l'échelle du granulaire, si la porosité directement existe en fonction d'une distribution aléatoire de ces grains, et donc on va avoir une porosité donnée qui va nous donner, donc, par des lois de mélange linéaires, à la fois la masse volimique entre l'air et les polymères, la chaleur massique ainsi que la conductivité thermique. Pour la couche fabriquée, pour la couche une fois la fusion commence, on va s'intéresser au phénomène de coalescence et de densification du milieu, et on reprend justement le développement de Bellimer et de Scherrer, qui nous donne, donc Bellimer nous donne cette équation de coalescence justement, Franck tout à l'heure posait la question, où on prend compte justement un temps de relaxation. Θ ici représente l'angle que fait le coût de formation entre deux particules par rapport au rayon d'une particule, en considérant ici que les rayons sont tous identiques initialement. Et cette équation-là, donc voilà, par du Runge-Kutta, on peut la résoudre et monter à l'évolution de ce coût qui se forme ensuite. Et puis Scherrer avait proposé, en se basant dessus aussi, proposer comment remonter pour un volume élémentaire, comment remonter à la porosité locale à partir du calcul de ce θ. Bien sûr, lié à la fraction liquide, volumique liquide, qui est en définition que le polymère va commencer à fondre à une température et termine sa fusion à une température donnée en fonction des similitudes. Et du coup, les propriétés homogénéisées vont être en fonction aussi de cette coalescence-là, ou de l'évolution de la coalescence. Et pour ce qui est de la cristallisation, on avait introduit un certain nombre de nodes, soit de l'approche de type Bramine et Kamura, par exemple ici, ou alors on peut aussi introduire d'autres théories de type, ça on a développé un certain nombre, notamment du formalisme de Schneider qui permet d'avoir la distribution des tailles des sphéroïdes, comme ça on peut aller vraiment à la définition de la cristallisation locale. Et pareil, les propriétés effectives vont aussi être prises en compte lors de la cristallisation en fonction de l'évolution du taux de cristallinité. Juste un mot sur l'approche numérique. Donc, c'est un développement de code local qu'on a fait. Donc, en volume fini, on a choisi donc une sorte de semi-implicite schéma de type Crank-Nicholson pour le temps, et puis tout simplement des différences centrées d'ordre 2 pour ce qui est de l'espace. Pour gérer le problème de la réduction de volume liée justement à la coalescence et à la densification, donc on démarre, on a choisi les hypothèses suivantes. On considère qu'il n'y a pas d'écoulement. La densification va se faire seulement par la coalescence et plutôt par le poids tout simplement du milieu, sous l'action de son poids, et juste la gravité. Et puis, on réactualise
par homogénéisation les propriétés locales en considérant que le volume généré ici, il va s'affaisser et générera donc un vide au-dessus, ainsi de suite. Donc la frontière supérieure évolue en continu. Du coup, on remarquerait ici les conditions limites de surface vont évoluer, la géométrie de la surface supérieure va évoluer au fur et à mesure qu'on calcule. On peut voir ici, par exemple, le fait de calculer la prise en compte de cette coalescence ou de l'excès de masse, le fait de le prendre en compte ou pas. On remarquera bien sûr que la courbe en bleu, hein, si on ne prenait pas ce retrait volumique lié à la coalescence, eh bien, on est quand même tout faux, il n'y a pas de conservation de la masse. Une première validation dans le cadre d'un polyamide 12, ici issu des mesures effectuées par Reider en Allemagne en 2014. Nous avons récupéré leurs mesures par caméra infrarouge de température lors du passage d'un seul balayage laser. Et on a notre modèle pour un balayage comme on le voit ici. Au-dessus, donc c'est de la mesure faite en Allemagne, et ici c'est chez nous. Et bien, en comparant la température maximum obtenue, on voit bien que, par exemple ici, une mesure de température de 538 Kelvin, nous on est à 742, donc à peu près 5 degrés près, on est dans la même tranche pour différentes mesures qu'ils ont effectuées, les nôtres correspondent très bien. On a aussi d'autres validations sur la taille mesurée du rondin fabriqué quand un seul laser passe, et la largeur ainsi que l'épaisseur de ce rondin en fonction de différents paramètres du procédé, notamment ici soit la largeur du laser ou comme ça. On voit ici par simulation. Et là, bien sûr, le problème, quelle est la largeur à prendre en compte? Est-ce que c'est celle pour laquelle toute la partie devient liquide, ou alors donc la fraction liquide, quelle est la fraction liquide à prendre en compte? En fonction de cette fraction liquide, à 50% ou à 99%, les comparaisons sont plus ou moins bonnes par rapport à la taille mesurée expérimentalement. Ceci dit, parce qu'un grain qui se rajoute ici, il va se coller à la paroi, même s'il n'est pas fondu. Il peut fondre juste en surface, mais pas forcément dans le volume. Donc, quelle est la fraction volumique liquide qu'il faudra prendre en compte pour pouvoir comparer expérimentalement? C'est une des difficultés. Et donc, on a proposé cette cartographie d'évolution en fonction de la fraction volumique liquide ou pas. Et on remarquera qu'effectivement, les comparaisons ne sont pas toujours identiques, hein, selon. Alors, les différents cas ici correspondent à différents paramètres de procédé choisis qui ne sont pas tout détaillés ici. Les détails sont plus dans la thèse ou dans certains papiers qui sont. Ahmed, il va falloir que tu conclues si tu veux qu'on puisse avoir le temps de poser quelques questions. Bon, alors, du coup, il faut que j'avance un peu plus vite, alors, excusez-moi. Voici à peu près donc dans le cadre du procédé. Bon, si on prenait une pièce de 1 mm sur 1 mm, vous voyez, c'est tout petit parce que les temps de calcul sont immenses. Je passe donc les conditions limites, notamment de rayonnement à la surface, et puis de conduction et de convection aux frontières. Avec les caractéristiques, on a caractérisé le milieu, que ce soit les scintillés de cristallisation. On a considéré la viscosité qui évolue du type Karuya-Shuda pour un PA6 centerline. Et voici les premières, quelques analyses de résultats qu'on peut obtenir. Déjà, sur une surface donnée, on voit bien que finalement, les passages successifs du laser va générer des variations d'épaisseur de ce type-là. Hein, et justement, en fonction de l'espacement entre les lasers, on ne va pas avoir le même état de surface qu'on peut avoir ici. Et un des problèmes majeurs, c'est quand on vient ajouter une pièce, et plutôt une épaisseur. Quand on vient ajouter one layer, une couche, eh bien, vous voyez le soudage qui se fait ici. On va voir que sans un passage laser au-dessus, juste au passage d'une couche, eh bien, il y a un transfert thermique qui se fait entre la nouvelle couche et les couches déjà fritées. Et si elle conditionne effectivement l'interface entre les deux couches qui vont arriver, et avant que le laser n'arrive, parce que quand le laser va détruire tout ça par la suite, pour pouvoir réchauffer plus loin, mais déjà ici, une distribution de température importante, on voit bien, donc sur une épaisseur assez importante, ça atteint, juste le fait de déposer une deuxième couche va atteindre presque 2-3 couches initialement déjà déposées. Et comme on va voir, après, les détails sont un petit peu définis ici en fonction de la température justement initiale de cette couche qu'on rajoute, en fonction de son épaisseur, comme vous le voyez ici, en fonction de l'épaisseur et des températures, ça affecte complètement l'interface. Le deuxième point qu'on peut avoir ici, je vais très vite juste ici,
on a ici le delta T sur dt, c'est-à-dire les cinétiques locales. Vous voyez le temps ici, on a 20 secondes à 20-47 secondes, donc on est à 47 centièmes de seconde, tout ça, sur l'échelle. Et ici, donc, instantanément, quand la densité d'énergie envoyée est importante, la cinétique est presque instantanée. Et plus on réduit la densité d'énergie, et plus on réduit les cinétiques de transformation, enfin d'interaction laser-matière. Et bien sûr, ça reste toujours de l'ordre de 10 puissance 4, vous voyez, Kelvin par seconde. C'est vraiment des cinétiques violentes, instantanées. C'est de l'ordre de 10 000 degrés par seconde qui se produisent, instantanément. Mais ça se fait sur un laps de temps très fin. Et puis, du coup, voilà, comme un impact, on peut avoir, par exemple, le fait qu'à cause de ce retrait volumique et de la coalition, tout ça, on commence à poser des couches de 100 microns, mais en fait, les prochaines couches, elles seront toujours plus grandes, parce qu'il faut d'abord remplir le retrait elle-même avant de rajouter les couches supplémentaires. La couche de 100 microns, par exemple, et si on égalise tout à 100 microns de couches, il faut d'abord remplir les couches qui sont déjà réduites. Donc, du coup, on va avoir, finalement, il n'y a pas une couche qui est égale à sa voisine. Elles sont tout le temps différentes, d'où un modèle mathématique qui décrit mieux les choses va être mieux prédictif que de la mesure elle-même, parce que la mesure qu'on place à une couche ne sera pas du tout la même que celle qu'on aura à une couche supérieure, puisqu'ils ne sont pas dans les mêmes conditions. Voilà, un autre aspect auquel on peut avoir, la distribution des porosités. Alors, on peut avoir la porosité à chaque instant dans les pièces, l'évolution de la porosité, et on peut le voir, cette porosité, elle est affectée, par exemple, ici en noir, pour une densité d'énergie très forte, permet de réduire la porosité, on est ici aux alentours de 9%, et par contre, pour une énergie laser beaucoup plus faible, eh bien, on peut atteindre les 25% de porosité finale dans les pièces, avec des variations couche par couche, bien sûr. Ici, on a sur une vingtaine de couches par exemple. Voilà, je crois que j'ai pris un peu beaucoup de temps. On reviendra peut-être avec des questions. Voilà, donc dans le cadre de ce procédé, on a proposé donc de prendre en compte un maximum de phénomènes thermiques et je dirais thermophysiques, et ce qui nous a permis de proposer un modèle qui prend en compte tout ça et qui fonctionne. Malheureusement, il prend énormément de temps de calcul, donc un temps de calcul pour nous, c'est à peu près une semaine. Et les perspectives, c'est de pouvoir proposer des modèles plutôt pragmatiques avec l'analyse de ces phénomènes-là, essayer de réduire ceux qui permettent de mieux réduire le temps de calcul, voire trouver des modèles de substitution qui permettraient, notamment via des réseaux de neurones, pour pouvoir optimiser ça et réduire les temps de calcul et répondre à des problématiques industrielles. Voilà. Je suis désolé d'avoir pris beaucoup de temps, il y a beaucoup de... Merci. Merci pour cet exposé très complet. Qui veut poser une question? Qui, s'il vous plaît? Moi, je veux bien poser une. Allô? Oui. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Ben, je ne sais pas, je veux bien en poser une. Je sais pas si... quand vous parlez de porosité, vous avez dit la quantité de porosité à l'énergie du laser. Comment vous analysez ça? Est-ce que ça veut dire que ça chauffe plus et que les bulles ont le temps de partir? Ou vous dites différemment, quel est le paramètre d'ordre 1 pour l'évacuation des bulles dont vous avez, les porosités dont vous avez parlé? En fait, le paramètre d'ordre 1 pour l'évolution des porosités, c'est plus la diffusion de l'air dans le polymère bien sûr, la coalescence va générer une bulle initiale. Vous imaginez ici, donc ça nous donne l'évolution. Imaginez ici un ensemble de sphères qui sont agencées, par exemple, imaginons en cubique face centrée, hein, donc on va avoir une sorte de poche d'air qui va se former entre 8 grains qui seront l'un à côté de l'autre ici. Et celle-là, ça donne une bulle initiale, et puis cette air-là va diffuser à l'intérieur. Donc, il y a donc, notamment des travaux de Bellimer, il proposait justement une voie de diffusion de l'air dans le polymère. Et cette diffusion-là, elle gouverne plus que la poussée d'Archimède, par exemple. On pourrait penser, par exemple, se dire, sur le fait du poids, l'air va s'évacuer parce qu'il est liquide, mais en fait, ça ne reste pas liquide longtemps. Même si ça reste liquide, de toute façon, c'est très visqueux. Et du coup, c'est plutôt la diffusion de l'air qui va gouverner l'évolution de cette porosité à l'intérieur. Bien sûr, l'état initial de cette porosité est gouverné par ce qui est attrapé comme air à l'intérieur entre les grains.
Donc, c'est l'état initial lié, qui est donné justement par cette équation. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, très bien, merci. Et il y a Franck Pigeonneau qui voulait aussi poser une question. Vas-y. J'avais alors une question rapide sur les. Tu mentionnais les temps de calcul, hein, Mohamed, à la fin. Oui. Ça, c'était fait sur quel type de machine? Quel type de. Vous utilisez des gros calculateurs? Je ne vais pas le caractériser l'ordinateur, mais un ordinateur, un PC de travail normal, je veux dire, ce n'est pas une grosse station de travail, mais oui, c'est un PC de. Parce que si vos simulations numériques, elles ne sont pas parallélisées. Si, on est en train de paralyser, on réduit les choses, mais moi je parlais, quand j'ai dit l'ordre de temps de calcul d'une semaine pour un ordinateur classique de bureau, c'est pour répondre à un besoin industriel sur une machine, on ne va pas utiliser une station de travail. Donc c'est ça que je parlais, c'est dans ce sens-là une semaine. Sinon, effectivement, en paralysant le code aujourd'hui, on fait tout ça en 2 heures de calcul. Okay. Après, j'avais une question là, juste à ce que tu as commenté avant là, sur la diffusion des gaz. Donc, du coup, c'est-à-dire que les gaz seraient solubles dans le matériau et qu'il y aurait donc une résorption des poches de gaz par dissolution, c'est ça? Par dissolution, oui. D'accord. Ok. Parce que sinon, une bulle qui est coincée à l'intérieur, elle est coincée. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, l'inconvénient, c'est que la diffusion, elle est réduite forcément dès que le matériau se gélifie, et notamment dès le début de la cristallisation. Je montrais tout à l'heure, je vais passer rapidement, mais c'est sur la cristallisation, les cinétiques de cristallisation, ils sont ici assez. Comme on reste à haute température, ici, le taux de cristallisation, par exemple, après le temps de 20 couches, par exemple, ici, on est. Le taux de cristallisation, c'est 10 puissance moins 4. C'est vraiment à peine le début de la nucléation et de la cristallisation qui s'est produite. Donc, la cristallisation va arriver beaucoup plus tard, étant donné que la chambre dans laquelle on fabrique la pièce, elle est quand même restée à une température qui est proche de la température de fusion. En fait. On est toujours à une température proche de la température de fusion, légèrement en dessous, et du coup, la cristallisation est très lente. Enfin, tout dépend des matériaux, mais en tout cas, dans ces cas-là, ces matériaux-là, sa cristallisation est très lente. Donc, il ne cristallise pas beaucoup, donc il laisse le temps à l'air de s'échapper par diffusion. Alors, juste une question complémentaire. Les solubilités des différents gaz, ça c'est documenté dans la littérature là? Il n'y en a pas pour beaucoup de polymères. Pour certains, oui, ça, mais pas pour beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, tu en parles, il y a eu des travaux qui ont été faits au CMF des années 2000, je crois, sur la diffusion des gaz dans les polymères. Et d'ailleurs, c'était avec Jean-François Gasson, comme ça. C'était en collaboration, je crois, tu peux chercher, c'est chez toi. Ouais, des années, ils ont travaillé avec Bellimer, justement, sur ces aspects. D'accord, ok, merci. J'ai une petite dernière question que j'aurais pu poser à Nicolas Boyard aussi. Finalement,